Maman, nous avons décidé que tu pouvais venir avec nous pour le voyage en famille. Cécile m'a annoncé cela depuis le seuil de ma cuisine, comme si elle me faisait la plus grande faveur du monde. Mais, comme il se doit, tu devras tout payer. Les vols, l'hôtel, les repas, les excursions, tout. Je suis restée figée, la cuillère de potage à mi-chemin de ma bouche, à 72 ans. Mes propres enfants me facturaient le droit d'exister dans leur vie. La vapeur du potage montait à mon visage, mais la chaleur que je sentais ne venait pas de là. Elle venait de l'humiliation qui me transperçait la poitrine, comme une dague. « Tout ?» ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure brisé. « Bien sûr, maman » intervint Paul depuis le canapé, sans même se retourner pour me regarder. Il était vautré là, les pieds sales sur ma table basse en merisier, jointe avec son téléphone comme si cette conversation était la chose la plus normale du monde. « Nous organisons, tu payes, c'est juste. En plus, c'est toi qui as de l'argent de côté. » De l'argent de côté. Cet argent que j'avais économisé, sou après sou, en travaillant comme couturière jusqu'à ce que mes doigts se déforment à force de piquer. Cet argent que j'avais amassé en sautant des repas, en portant les mêmes vêtements pendant des années, en marchant des heures sous le soleil lyonnais pour ne pas dépenser en transport. Tout ça pour leur laisser quelque chose quand je ne serai plus là. Chaque euro que j'avais épargné était un sacrifice, un renoncement à quelque chose que je voulais ou dont j'avais besoin. « On parle d'environ 10 000 euros, a poursuivi Cécile, comme si c'était une somme insignifiante. Pour toi, ce n'est rien. Nous, on a des enfants, des dépenses, des responsabilités. Toi, tu n'as qu'à t'occuper de toi-même, seulement m'occuper de moi-même. Comme si subvenir à mes propres besoins était quelque chose de facile, de bon marché. Comme si les médicaments que je dois prendre pour ma tension ne coûtaient pas une fortune. Comme si les factures d'électricité, d'eau, de téléphone, de gaz se payaient toutes seules. Comme si la nourriture qu'ils venaient dévorer chez moi apparaissait par magie. Et pourquoi dois-je payer pour vous aussi ? Ai-je demandé, sentant mon cœur se briser un peu plus à chaque mot. Cécile a lâché un rire qui m'a glacé le sang. Un rire que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas le rire de ma petite fille, celui qui remplissait mon cœur de joie. C'était le rire d'une étrangère, de quelqu'un qui me regardait comme si j'étais une nuisance. « Oh maman, tu le demandes sérieusement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qui crois-tu qui s'est occupé de toi quand tu étais malade ? Qui crois-tu qui vient te voir ? Venir me voir. Quel mensonge éhonté. Ils venaient quand ils avaient besoin de quelque chose, quand leur compte en banque était à sec, quand ils avaient besoin que je garde leurs enfants, quand ils voulaient que je cuisine pour leurs fêtes entre amis. Mais ils ne venaient jamais juste pour me voir, juste pour me demander comment j'allais, juste pour passer du temps avec moi sans une idée derrière la tête. « Écoute, maman, » a continué Cécile, avec cette voix de maîtresse d'école qu'elle utilise quand elle m'explique quelque chose comme si j'étais une enfant idiote. « Tu vis ici seule, à ne rien faire. Nous avons des familles, des responsabilités, des dépenses. C'est logique que tu payes. Et puis, ça te fera du bien de sortir de cet appartement qui sent le renfermer. » Qui sent le renfermer ? Ma propre fille me disait que mon appartement, celui où je les ai élevés, où je me suis démenée pour eux, sentait le renfermer. Comme si j'étais quelque chose de jetable, quelque chose qui ne sert plus, comme si mon existence était un fardeau, un rappel gênant qu'un jour, eux aussi vieilliront. Paul a ricané depuis le canapé. « Elle a raison, maman. Cet appartement a besoin d'air frais, et toi aussi. » Je suis restée assise là, comme si on venait de me gifler. Non, pire que ça. Une gifle fait mal sur le moment, puis ça passe. Ça faisait mal à l'âme, à un endroit si profond que je savais que la blessure ne guérirait jamais. Je ne paierai pas pour quelque chose où je ne suis clairement pas la bienvenue, leur ai-je dit. Ma voix a tremblé, mais elle ne s'est pas brisée. Paul s'est enfin retourné. Ses yeux étaient froids, comme s'il regardait une inconnue. « Tu sais quoi, maman ? Tu es vraiment égoïste ? C'est quand la dernière fois que tu as dépensé de l'argent pour nous ? C'est quand la dernière fois que tu nous as donné quelque chose sans qu'on ait à te le demander ? Égoïste. Il m'a traité d'égoïste. Moi, qui me suis levée à 5 heures du matin,
pendant 20 ans pour leur préparer le petit déjeuner avant d'aller au travail. Moi qui ai vendu mes boucles d'oreilles en or, héritage de ma mère, pour lui payer ses études à l'université. Moi qui ne me suis jamais acheté une nouvelle robe pour qu'il puisse avoir des chaussures de marque. Moi qui ai enchaîné les doubles journées pour qu'ils puissent aller en colonie de vacances, pour qu'ils puissent avoir des vélos, pour qu'ils puissent avoir tout ce que leurs amis avaient. Très bien, ai-je dit. Et quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Parfait, a dit Cécile, et son sourire fut la chose la plus cruelle que j'ai jamais vue de ma vie. Mais ne viens pas pleurer après que tu es seule. Ne viens pas nous demander de t'inclure dans quoi que ce soit. Tu as pris ta décision. Elle s'est dirigée vers la porte, mais avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. « Ah, et maman, puisque tu ne veux pas faire partie de la famille, tu ferais mieux de commencer à t'habituer à être seule, parce que c'est tout ce que tu auras désormais. » La solitude. La porte s'est refermée avec un claquement qui a résonné dans mes os. Je suis restée assise là, tenant ma cuillère, regardant mon potage refroidir. Le silence de l'appartement m'est tombé dessus, comme une avalanche. Mais pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas pleuré. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai ressenti de la rage, une rage propre, pure, justifiée. Une rage qui me brûlait de l'intérieur, mais qui me donnait aussi de la force. Parce que j'avais enfin vu mes enfants tels qu'ils étaient vraiment. Non pas comme les enfants que j'avais élevés avec tant d'amour, mais comme les étrangers impitoyables qu'ils étaient devenus. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où mes enfants me regardaient avec amour, où j'étais leur héroïne, leur refuge, leur monde entier. Quand Cécile avait 5 ans et qu'elle tombait malade, elle se blottissait sur mes genoux pendant que je lui chantais des berceuses jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand Paul faisait des cauchemars, il venait en courant dans ma chambre et se glissait sous mes draps, me murmurant que les monstres ne pouvaient pas le toucher s'il était avec moi. Quand tout a-t-il changé? Quand ai-je cessé d'être leur maman pour devenir leur distributeur automatique de billets? Je me souviens du jour où mon mari est mort. Cécile avait 15 ans, Paul 11. J'avais 45 ans et je me suis soudain retrouvée seule avec 2 adolescents, sans assurance vie, sans économie, avec rien d'autre que mes 2 mains et la détermination que mes enfants ne ressentent pas le manque de leur père. J'ai cumulé 3 emplois différents. Le matin, je nettoyais des bureaux dans le quartier de la Part-Dieu. L'après-midi, je cousais dans un atelier de confection à la Croix-Rousse. Le soir, je faisais des travaux de broderie à la maison. Mes doigts saignaient, certains soirs, à force de piquer. J'avais les yeux si fatigués que parfois, je ne pouvais plus distinguer les couleurs des fils. Mais je continuais, parce que quand je voyais Cécile avec son uniforme scolaire propre et repassé, quand je voyais Paul avec ses fournitures scolaires neuves, quand je les voyais rire et jouer comme si de rien n'était, je sentais que tout cela en valait la peine. « Maman, tu es la femme la plus forte du monde », me disait Cécile quand elle avait 17 ans. « Quand je serai grande, je veux être comme toi, maman. Quand j'aurai un travail, je t'achèterai une grande maison pour que tu n'aies plus jamais à travailler, » me promettait Paul quand il avait 14 ans. Quel beau mensonge, quels espoirs si vains. J'ai vendu mes bijoux un par un pour payer leurs études universitaires. D'abord les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait offertes pour mon mariage. Ensuite, ma bague de fiançailles. Puis, le collier en or qui avait appartenu à ma grand-mère. Chaque bijou que je vendais était un morceau de mon histoire, un morceau de mon identité que je cédais avec amour pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Quand Cécile a été diplômée, elle ne m'a pas invitée à la cérémonie. « C'est que c'est très formel, maman. Et tu n'as pas de vêtements appropriés pour ça, m'avait-elle dit. On se voit après et on fête ça à la maison. J'aurais dû voir le signal. J'aurais dû comprendre qu'elle me considérait déjà comme une honte. Mais j'ai cru que c'était de la timidité, de la considération. J'ai pensé que ma fille me protégeait pour que je ne me sente pas mal à l'aise. Quand Paul s'est marié, il ne m'a pas non plus laissé participer à l'organisation. « Laisse-nous faire, maman. »
Tu en as déjà assez fait. Repose-toi et profite. » On m'a assise à une table au fond, avec des gens que je ne connaissais pas, pendant qu'ils brillaient au premier rang comme s'ils avaient tout réussi tout seuls. Les premières années, après leur départ de la maison, ont été les plus silencieuses de ma vie. J'appelais Cécile tous les jours, mais elle me répondait avec de moins en moins de patience. « Maman, je suis occupée, » me disait-elle. « Maman, je t'ai déjà appelé hier. »« Maman, je ne peux pas parler maintenant. J'ai commencé à espacer les appels. Une fois par semaine, puis toutes les 2 semaines, puis seulement quand j'avais quelque chose d'important à leur dire. » Mais je n'avais jamais rien d'important à leur dire, car ma vie était devenue petite, insignifiante, vide sans eux. Pour mes 60 ans, j'ai organisé une petite fête. J'ai acheté un gâteau, préparé à manger, décoré l'appartement, invité mes enfants, mes petits-enfants, quelques voisins. Cécile est arrivée avec 2 heures de retard. Paul n'est pas venu. « Il a oublié, maman, » m'a dit Cécile. « Tu sais comment il est. J'ai mangé du gâteau seul ce soir-là, regardant les bougies fondre lentement. 60 ans de vie, et je n'avais que la compagnie de mes propres souvenirs. Mais je continuais d'espérer. Je continuais de croire qu'un jour, mes enfants se rendraient compte à quel point je les aimais. Je continuais de croire qu'un jour, ils apprécieraient tout ce que j'avais fait pour eux. Je continuais de croire qu'un jour, ils me traiteraient comme une mère, pas comme une obligation. Pour mes 70 ans, ils ne m'ont même pas appelé pour me souhaiter mon anniversaire. J'ai dû les appeler moi-même. « Oh, maman, j'ai complètement oublié, » m'a dit Cécile. « Joyeux anniversaire. Je te rappelle plus tard. » Elle ne m'a jamais rappelé. J'ai commencé à remarquer qu'ils ne me cherchaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Quand Cécile a divorcé, elle a débarqué à ma porte avec 2 valises et 3 enfants. « Juste pour quelques jours, maman, » m'a-t-elle dit. Elle est restée 6 mois. J'ai cuisiné, nettoyé, gardé les enfants pendant qu'elle se réorganisait. Quand elle est finalement partie, elle ne m'a pas remerciée. Elle m'a juste dit « Il était temps que tu fasses quelque chose pour moi. » Quand Paul a perdu son travail, il est venu me demander de l'argent. « Juste 2000 €, maman. Je te les rends dans 3 mois. » C'était il y a 5 ans, il ne m'a jamais rendu un centime. Et quand je lui ai demandé pour l'argent, il m'a dit « Maman, après tout ce que tu as fait pour nous, tu vas vraiment me réclamer ça? Après tout ce que j'avais fait pour eux? » Comme si tout ce que j'avais fait était une dette qu'ils devaient rembourser. Comme si mon amour était une transaction commerciale. Mais je continuais d'attendre. Je continuais de croire qu'au fond, mes enfants m'aimaient. Je continuais de croire qu'un jour, ils changeraient. Je continuais de croire qu'un jour, ils se rendraient compte qu'ils étaient en train de me perdre. Quelle naïve j'ai été, quelle aveugle pendant tant d'années. 3 heures après qu'ils soient partis de chez moi, avec leurs paroles empoisonnées, mon téléphone a sonné. C'était un SMS de la banque. « Chère cliente, un achat de 4,47 € a été effectué avec votre carte de crédit se terminant par 3456. Si vous ne reconnaissez pas cette transaction, veuillez nous contacter immédiatement. » Mon cœur s'est arrêté. 4,47 €. J'ai pris mon portefeuille avec des mains tremblantes et j'ai vérifié. Ma carte de crédit était là, à sa place. Mais quelqu'un avait utilisé mes informations, quelqu'un qui connaissait mes numéros, quelqu'un qui avait accès à mes données. Le deuxième message est arrivé 5 minutes plus tard. Achat effectué pour 256 €. Puis un autre, achat effectué pour 1,39 €. Et un autre encore, achat effectué pour 8,90 €. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. Au total, la quasi-totalité de mes économies d'urgence. L'argent que j'avais gardé pour les urgences médicales, pour les réparations de la maison, pour mes funérailles le moment venu. J'ai appelé la banque immédiatement. « Madame Fournier, nous voyons ici les transactions. Toutes ont été effectuées pour des réservations de voyage. Vol, hôtel, forfait touristique. Avez-vous autorisé ces achats ? » « Non, ai-je murmuré. Je n'ai rien autorisé. Quelqu'un d'autre a-t-il accès aux informations de votre carte ? Quelqu'un d'autre ?
Bien sûr que quelqu'un d'autre y avait accès. Cécile gérait certains de mes comptes depuis que j'avais 70 ans. Pour t'aider, maman, m'avait-elle dit, pour que tu n'aies pas à te soucier de ces choses compliquées. Paul était venu avec moi à la banque plusieurs fois quand j'avais eu des problèmes avec le distributeur automatique. Les deux connaissaient mes numéros, mes mots de passe, mes informations personnelles. Mes propres enfants m'avaient volé mon argent. Madame, vous êtes toujours là? Oui, ai-je réussi à dire. Oui, je suis là. Nous allons procéder au blocage temporaire de ces transactions pendant notre enquête. Nous avons besoin que vous veniez à la banque demain pour remplir les formulaires de contestation. J'ai raccroché et je suis restée assise dans ma cuisine, au même endroit où, quelques heures plus tôt, mes enfants m'avaient humiliée. Mais maintenant, ce n'était plus seulement de l'humiliation. C'était du vol, de la trahison, la confirmation que j'avais vraiment élevé deux étrangers sans cœur. Je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas le croire. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que quelqu'un d'autre avait cloné ma carte. Peut-être que mes enfants n'avaient rien à voir avec ça. Mais au fond de mon cœur, je savais la vérité. Je savais qu'après que je leur ai dit que je ne payerais pas pour leur voyage, ils avaient décidé de prendre mon argent quand même, sans permission, sans demander, comme si c'était leur droit, comme si mon argent était leur argent. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un appel. Le nom de Cécile est apparu sur l'écran. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle appelait peut-être pour s'excuser, pour m'expliquer que c'était un malentendu, pour arranger les choses entre nous. Maman. Sa voix semblait normale, comme si de rien n'était. Dis donc, on a fait des réservations pour le voyage. Finalement, on a décidé que c'était mieux que tu viennes avec nous. Tu sais, la famille doit te rester unie. La famille doit te rester unie. Après m'avoir volé près de 10 000 euros, elle m'appelait pour me dire que la famille devait rester unie. Quelle réservation? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Oh, maman, les vols, l'hôtel, les excursions, tout ce dont on a besoin pour passer des vacances incroyables. Tout est déjà payé, donc tu n'as à te soucier de rien. Fais juste ta valise et prépare-toi à t'amuser. Tout est payé. Avec mon argent. Avec l'argent qu'ils avaient dévolé sur mon compte, sans me demander, sans m'avertir, sans se soucier si cela me laissait sans économie. Avec quel argent avez-vous payé? Ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Oh, maman, quelle importance! L'important, c'est qu'on va être ensemble. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Ce que j'avais toujours voulu. Oui, j'avais voulu être avec mes enfants. J'avais voulu me sentir partie de leur famille. J'avais voulu être incluse, aimée, respectée. Mais pas comme ça. Pas comme une victime de vol, pas comme quelqu'un qu'ils pouvaient piller quand bon leur semblait. Cécile, ai-je dit lentement, tu as utilisé ma carte de crédit sans ma permission. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, un silence qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Maman, ne sois pas dramatique. C'est l'argent de la famille. En plus, tu allais le dépenser pour nous de toute façon, non? On a juste pris un peu d'avance. L'argent de la famille, mon argent, l'argent que j'avais économisé avec tant de sacrifices, était maintenant l'argent de la famille. Mon argent, que j'avais gardé euro par euro en travaillant jusqu'à l'épuisement, était maintenant à eux de plein droit. Tu n'avais pas le droit, ai-je dit. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. C'est fait, c'est payé. Viens juste avec nous et essaie de profiter. Essayer de profiter, après m'avoir volé. Ils voulaient que je profite. Après avoir violé ma confiance, après avoir pris mon argent sans permission, ils voulaient que j'agisse comme si de rien n'était. Je n'irai pas, ai-je dit. Comment ça, tu n'iras pas, la maman? Tout est déjà payé, avec mon argent, sans ma permission. Oh, maman, ne sois pas comme ça. Tu sais qu'on t'aime. Il m'aimait. Quelle étrange façon de montrer son amour. En me volant, en me mentant, en me manipulant. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Je suis restée assise là, le téléphone dans les mains, ayant l'impression de me réveiller d'un très long rêve. Non, d'un très long cauchemar.
Pour la première fois de ma vie, je voyais mes enfants clairement, sans le voile de l'amour maternel, sans les excuses que je leur avais toujours inventées, sans l'espoir aveugle qu'un jour ils changeraient. Je les voyais pour ce qu'ils étaient vraiment, des voleurs. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée dans mon lit, fixant le plafond, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans le silence de ma chambre. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les chiffres sur l'écran de mon téléphone. 992. Mon argent, ma sécurité, en qui j'avais le plus confiance au monde. À 3 heures du matin, je me suis levée et je suis allée à la cuisine. J'ai préparé une tasse de tisane à la camomille, espérant qu'elle calmerait mes nerfs. Mais mes mains tremblaient toujours. Ce n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour la trahison. C'était pour me rendre compte que j'avais vécu dans un mensonge pendant des années. Je me suis assise à la table de la cuisine avec ma tasse fumante, et j'ai commencé à me souvenir combien de fois cela s'était produit auparavant, combien de fois ils avaient pris mes affaires sans demander, et que j'avais fermé les yeux. Je me suis souvenu quand Cécile a emprunté mon alliance il y a 2 ans. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour une urgence, maman. Je te la rends la semaine prochaine. Elle ne l'a jamais rendue. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit « Oh maman, tu vas vraiment me réclamer pour une vieille bague? Tu ne la portes plus. » Je me suis souvenu quand Paul est venu rester chez moi l'année dernière et que, quand il est parti, il manquait plusieurs billets de mon pot d'urgence, 500 € que j'avais gardés sous mes médicaments. Quand je lui ai demandé s'il savait quelque chose, il m'a dit « Maman, je ne peux pas croire que tu m'accuses de vol après tout ce que tu as fait pour moi. » Je me suis souvenu de la disparition des pièces d'argent de mon père de la vitrine de la salle à manger. Je les ai prêtées à un ami qui collectionne les pièces, m'avait expliqué Cécile. Il en avait besoin pour une exposition. Elles ne sont jamais revenues. Un par un, j'ai commencé à relier les points. Ce n'était pas arrivé qu'une seule fois. C'était un schéma, un vol lent, constant, silencieux. Il m'avait dépouillé de mes biens pendant des années. Et j'avais été trop aveugle pour le voir. Ou peut-être que ce n'était pas de la cécité. Peut-être que j'avais vu les signaux, mais que j'avais préféré les ignorer. Peut-être que j'avais eu si peur de perdre mes enfants que j'avais préféré les laisser me voler plutôt que de les affronter. Je me suis levée de la table et je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti mon carnet de compte. Ce carnet où je notais toutes mes dépenses, tous mes revenus, toutes mes économies. Je le tenais religieusement depuis 10 ans. J'ai commencé à revoir page par page, mois par mois, et tout était là. Les retraits mystérieux dont je ne me souvenais pas, les frais étranges sur mes relevés bancaires, les manques d'argent que j'avais attribués à ma mémoire fatiguée. 1 000 € en janvier de l'année dernière. Maman, tu me prêtes pour le loyer? Je te paie le mois prochain. Cécile ne m'a jamais payé. 800 € en mars. Maman, j'ai besoin de réparer la voiture d'urgence. Paul n'a jamais plus abordé le sujet. 500 € en mai. Maman, les enfants ont besoin de vêtements pour l'école. Cécile ne m'a jamais montré les reçus. Au total, au cours des 2 dernières années, mes enfants m'avaient emprunté plus de 15 000 €. De l'argent qu'ils n'ont jamais rendu. De l'argent qu'ils ont pris comme si c'était leur droit. De l'argent qu'il m'avait fallu des années de travail pour économiser. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils n'avaient pas demandé. Cette fois, ils avaient simplement pris. Sans demander, sans prévenir, comme si j'étais leur employé, comme si mon argent était leur argent. J'ai fermé le carnet et je me suis assise sur le bord de mon lit. Le silence de la maison m'entourait comme une couverture lourde. C'était un silence différent de celui que j'avais ressenti avant. Avant, le silence me faisait peur. Il me faisait me sentir seule, abandonnée, oubliée. Mais maintenant, le silence m'apportait la paix, la clarté. Pour la première fois depuis des années, je pouvais penser sans le bruit des excuses, sans le bruit des justifications, sans le bruit de l'espoir aveugle. Je pouvais voir la vérité telle qu'elle était. Mes enfants ne m'aimaient pas, ne me respectaient pas, ne m'estimaient pas. Pour eux, j'étais une source de ressources.
une banque personnelle qui ne fermait jamais, qui ne facturait jamais d'intérêt, qui ne disait jamais non. J'étais une employée de maison gratuite, quand ils avaient besoin que je garde leurs enfants. J'étais une cuisinière gratuite quand ils avaient des fêtes. J'étais un distributeur automatique gratuit quand ils n'avaient plus d'argent. Mais plus maintenant. Je me suis levée et je suis allée au miroir de ma commode. La femme qui me regardait de l'autre côté du verre avait l'air fatiguée, ridée, petite. Mais ses yeux n'avaient plus l'air vaincus. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il y avait de la détermination. « Martine Fournier », me suis-je dit à mon reflet. « Tu as été une idiote pendant de nombreuses années, mais plus maintenant. » Je suis retournée à la cuisine et j'ai cherché dans mon sac les cartes de ma banque. Demain, j'irai bloquer toutes les transactions. Demain, je changerai tous mes mots de passe. Demain, je retirerai mes enfants de tous mes comptes. Demain, je reprendrai le contrôle de ma propre vie. Mais avant cela, je devais faire autre chose. Je devais comprendre exactement ce qu'ils avaient fait. Je devais connaître tous les détails de leur trahison. J'ai allumé mon vieil ordinateur, celui que Paul m'avait aidé à configurer il y a des années. « Pour que tu puisses voir des photos de tes petits-enfants, maman », m'avait-il dit. Quelle ironie! Maintenant, j'allais utiliser cet ordinateur pour enquêter sur le vol de mes propres enfants. Je me suis connectée à mon compte bancaire en ligne. Là, il y avait toutes les transactions de la journée. Vols vers un complexe de luxe, hôtel 5 étoiles, forfait spa, visites privées, repas dans des restaurants chers. Tout payé avec mon argent, tout pour des vacances dont je n'allais pas profiter. En examinant chaque débit, j'ai réalisé autre chose. Ils n'avaient pas acheté seulement pour 3 personnes, ils avaient acheté pour 6. Cécile, Paul, leurs conjoints, leurs enfants, toute la famille allait profiter de vacances de luxe, tous sauf moi. J'étais juste celle qui payait 9 000 € pour que 6 personnes passent une semaine au paradis, pendant que je restais à la maison, seule, volée, trahie. Mais ça n'allait plus se passer comme ça. Je n'allais plus être la victime silencieuse, je n'allais plus être la mère stupide qui se laissait piétiner par amour. J'ai fermé l'ordinateur et je suis retournée dans ma chambre. Cette fois, j'ai pu dormir. Non pas parce que j'étais calme, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais un plan. À 8 heures du matin, j'étais déjà habillée et prête à sortir. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais je me sentais plus éveillée que jamais. J'avais une mission, un but. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle sur ma propre vie. Mon premier arrêt fut la banque. La jeune femme qui m'a accueillie était jeune, peut-être de l'âge de Cécile, mais elle m'a traitée avec respect, avec dignité, comme si j'étais une personne importante, pas un fardeau. « Madame Fournier, nous avons examiné vos transactions. Effectivement, toutes ont été effectuées sans votre autorisation. Nous pouvons procéder à la contestation immédiatement. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» ai-je demandé. « Cela signifie que nous allons annuler tous les débits. Votre argent sera restitué sur votre compte dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Pendant ce temps, nous allons bloquer votre carte actuelle et en émettre une nouvelle. Et les réservations qu'ils ont faites avec mon argent? Ces réservations seront annulées automatiquement lorsque vous contesterez les débits. Les compagnies aériennes et les hôtels seront informés que les paiements étaient frauduleux. Frauduleux. Ce mot m'a procuré une étrange satisfaction. Mes propres enfants avaient commis une fraude contre moi, et maintenant ils allaient en payer les conséquences. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour protéger mes comptes ? Ai-je demandé. Oui, madame. Nous pouvons retirer toutes les personnes autorisées de vos comptes. Nous pouvons également changer tous vos mots de passe et numéros d'accès. Faites-le, ai-je dit sans hésiter. Retirez tout le monde. Je vais gérer mes propres comptes à partir de maintenant. L'employé a tapé sur son ordinateur pendant plusieurs minutes. C'est fait, madame Fournier. Vos enfants n'ont plus accès à aucun de vos comptes. Seul vous pouvez effectuer des transactions désormais. Je suis sortie de la banque en me sentant plus légère, comme si je m'étais débarrassée d'un poids, comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même que j'avais perdue il y a des années. Mon deuxième arrêt fut le cabinet de l'avocat. Maître Adrien Dubois était un homme plus âgé, de ma génération, qui avait géré quelques affaires juridiques,
pour mon défunt mari. Quand je lui ai expliqué la situation, ses yeux se sont remplis d'indignation. « Madame Fournier, ce que vos enfants vous ont fait est un vol qualifié. C'est un délit grave. Que puis-je faire ? Vous pouvez porter plainte au pénal si vous le souhaitez. Mais je comprends que ce sont vos enfants. Peut-être préférez-vous une solution civile. Quel type de solution civile ? Nous pouvons leur envoyer une lettre recommandée exigeant qu'ils vous remboursent tout l'argent qu'ils vous ont pris au fil des ans. Pas seulement ces 9 000 euros, mais tout, nous pouvons les poursuivre en justice. Avec les relevés bancaires que vous avez, notre dossier est très solide. Je lui ai remis mon carnet de comptes et tous les documents que j'avais préparés. Adrien les a examinés attentivement, prenant des notes. « Madame, c'est plus grave que je ne le pensais. Selon mes calculs, ils vous ont pris plus de 22 000 euros au cours des 3 dernières années. Ce n'est pas un prêt familial, c'est un vol systématique. 2 000 euros de plus que ce que j'avais calculé, plus que ce que j'avais imaginé. Ma propre famille m'avait volé l'équivalent de 2 ans de ma pension de retraite. Préparez les lettres, lui ai-je dit. Je veux qu'il sache que je ne suis plus la femme stupide que j'étais avant. Mon 3e arrêt fut la pharmacie, non pas pour acheter des médicaments, mais pour voir Régine, ma voisine, et la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Régine y travaillait comme caissière et avait toujours été une bonne amie. Martine, tu as l'air différente aujourd'hui, m'a-t-elle dit quand je me suis approchée de son comptoir. Quelque chose s'est passé ? Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque humiliation, chaque vol. Régine m'a écoutée en silence, mais je pouvais voir la fureur grandir dans ses yeux. « Ces salauds, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Comment peuvent-ils faire ça à leur propre mère ? Peu importe pourquoi ils l'ont fait, ai-je dit. Ce qui importe, c'est ce qu'ils ne le referont plus. Qu'est-ce que tu vas faire quand ils découvriront que tu as tout annulé ? Rien, ai-je dit. Je ne vais rien leur expliquer. Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas les supplier. S'ils veulent me parler, qu'ils viennent. Mais je n'irai plus courir après eux. Régine a souri. J'aime cette nouvelle Martine. Il était temps que tu te défendes. Mon 4e arrêt fut le supermarché, mais pas pour faire des courses, pour changer toutes mes informations dans le système de livraison à domicile. Pendant des années, Cécile avait commandé des choses en utilisant mon compte et en les facturant sur ma carte. Pour t'éviter le déplacement, maman, me disait-elle. Maintenant, je savais que c'était pour s'éviter la dépense. Madame, êtes-vous sûre de vouloir annuler l'accès des autres personnes à votre compte ? M'a demandé l'employé. Complètement sûre, ai-je dit. À partir de maintenant, seul moi peux utiliser mon compte. Mon 5e et dernier arrêt fut la maison. Mais avant d'entrer, je suis restée sur le trottoir à regarder mon foyer. Il semblait différent, plus petit, mais aussi plus à moi. Ce n'était plus la maison où je vivais, en attendant que mes enfants me rendent visite. C'était ma maison, mon refuge, mon territoire. Je suis entrée et je suis allée directement au téléphone. J'avais 3 appels manqués de Cécile et 2 de Paul. J'avais aussi plusieurs SMS. Je les ai tous lus sans répondre à aucun. Ma maman, appelle-moi d'urgence. Maman, pourquoi tu ne réponds pas ? Maman, il y a un problème avec les réservations. Maman, ils disent que le paiement a été refusé. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Comme si protéger mon propre argent était un crime. J'ai effacé tous les messages sans répondre. Puis je suis allée dans ma chambre et j'ai sorti une vieille boîte dessous mon lit. C'était une boîte où je gardais des documents importants. Certificats de naissance, actes de propriété, testament. Mais je gardais aussi autre chose. Des photos de mes enfants quand ils étaient petits. J'ai sorti les photos une par une. Cécile a 5 ans, souriant sans dents. Paul a 7 ans, sale après avoir joué au football. Les 2 ensemble à Noël, me serrant dans leurs bras comme si j'étais la chose la plus importante du monde. Ces enfants avaient existé. Ces enfants m'avaient aimé. Mais ils n'existaient plus. Plus du tout, monsieur. À leur place, il y avait 2 étrangers qui voyaient leur mère comme une source de ressources. J'ai rangé les photos dans la boîte. Je n'allais pas les jeter, elles faisaient une partie de mon histoire.
Mais je n'allais pas non plus les regarder tous les jours, en pleurant, un passé qui ne reviendrait jamais. Mon téléphone a sonné. C'était encore Cécile. Cette fois, j'ai répondu. « Maman, enfin, qu'est-ce qui se passe ?» On nous dit qu'il y a des problèmes avec le paiement, que les réservations vont être annulées. Tu sais quelque chose ? Sa voix semblait désespérée, paniquée. Elle ne ressemblait plus à la fille arrogante qui m'avait insultée hier. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de se rendre compte qu'il avait fait une très grosse erreur. « Oui, » ai-je dit calmement. « Je sais quelque chose. Qu'as-tu fait de maman ? J'ai protégé mon argent des voleurs. » Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. « Des voleurs ?» a demandé Cécile, sa voix semblant toute petite. « Maman, nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes ta famille. Les voleurs qui m'ont volé 9 000 € hier, ai-je dit. Les voleurs qui me prennent mon argent depuis des années sans permission. »« Maman, ce n'est pas du vol, c'est de l'argent familial. »« Non, » ai-je dit, et ma voix a sonné plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « C'est mon argent, et vous n'y avez plus accès. » J'ai raccroché le téléphone et je l'ai débranché du mur. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais la paix. Un silence réel, un silence choisi. Pendant les 3 jours suivants, mon téléphone débranché m'a procuré une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais la curiosité l'a emporté. Je voulais savoir ce que faisaient mes enfants maintenant qu'ils avaient réalisé qu'ils n'avaient plus accès à mon argent. Je voulais savoir s'ils avaient appris la leçon ou s'ils continuaient à vivre comme si de rien n'était. Régine m'avait montré comment utiliser Facebook sur son téléphone il y a quelques mois. « Pour que tu puisses me voir ce que font tes petits-enfants », m'avait-elle dit. Maintenant, j'allais utiliser cette compétence pour espionner mes propres enfants. Le profil de Cécile était public. La première chose que j'ai vue m'a retourné l'estomac. Une photo d'elle dans un salon de beauté, se faisant faire les ongles avec un sourire radieux. « Petit plaisir avant le grand voyage », disait le message. Je le mérite après tant de stress. La photo avait été publiée hier, un jour après que je lui ai dit qu'elle était une voleuse. Un jour après avoir annulé ses réservations frauduleuses. Et elle était là, dépensant de l'argent en vanité, comme si de rien n'était. J'ai continué à faire défiler son profil. Plus de photos du salon de beauté, une photo de nouveaux vêtements étalés sur son lit. « Préparation de la garde-robe pour les vacances en famille », disait-elle. Enfin, on va se détendre. Se détendre avec mon argent volé lors de vacances que j'avais payées sans le savoir. La publication suivante m'a fait trembler de colère. C'était une photo d'elle avec ses amis dans un restaurant chic, trinquant avec des verres de vin. « Célébrer la vie et les bénédictions », disait le message. Certaines personnes apportent un drame inutile dans nos vies, mais nous choisissons la paix et la gratitude. Des personnes qui apportent un drame inutile. J'étais le drame inutile. Moi, qui avais travaillé jusqu'à faire saigner mes doigts pour lui donner une vie meilleure. Moi qui avais vendu mes bijoux pour payer ses études. Moi qui m'étais sacrifiée pendant des décennies pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle voulait. Mais ce qui m'a le plus blessée, ce sont les commentaires de ses amis. Bravo de te libérer de la négativité. Les mères toxiques, il faut parfois les tenir à distance. Tu ne mérites que de bonnes choses dans ta vie. Mère toxique. C'était donc ce qu'elle avait dit à ses amis. Que j'étais une mère toxique. La femme qui l'avait élevée seule après la mort de son père. La femme qui avait cumulé 3 emplois pour qu'elle puisse aller à l'université. La femme qui avait tout donné pour elle. Le profil de Paul était pire. Sa dernière publication était une photo de lui à la salle de sport, fléchissant les muscles. Se concentrer sur le positif, disait-il. Laisser derrière soi les gens qui veulent juste nous contrôler. Des gens qui veulent nous contrôler pour avoir défendu mon propre argent. Maintenant, j'étais quelqu'un qui voulait le contrôler. Mais la publication qui m'a brisé le cœur, c'est celle qu'il avait faite il y a 2 heures. C'était une photo de ses enfants, mes petits-enfants, avec leurs petites valises. Les enfants se sont super excités pour les vacances, disait-il. Papa tient toujours ses promesses. Papa tient toujours ses promesses. Avec l'argent qu'il m'avait volé. Les enfants ne savaient pas que leur père était un voleur.
Ils ne savaient pas que les vacances qu'ils attendaient tant avaient été payées avec l'argent volé à leur grand-mère. J'ai continué à regarder. Paul avait publié toute la semaine sur le voyage. Des photos des valises qu'il avait achetées, des photos des nouveaux vêtements pour les enfants, des vidéos de lui expliquant aux enfants à quel point le voyage allait être amusant. « Nous méritons ces vacances », avait-il écrit il y a 3 jours. Après tant de travail, il est temps de profiter. Tant de travail. Quel travail ? Paul travaillait à mi-temps dans un bureau climatisé. J'avais travaillé 14 heures par jour à nettoyer des bureaux et à coudre, c'est de voir qu'ils avaient continué à dépenser de l'argent pendant ces 3 jours. Cécile était allée faire du shopping pour le voyage. Paul avait emmené les enfants acheter de nouveaux jouets pour la plage. Tous deux avaient vécu comme s'ils avaient de l'argent illimité. D'où sortait-il l'argent ? S'ils avaient perdu l'accès à mes comptes, comment pouvaient-ils continuer à dépenser ? Alors j'ai compris. Ils avaient utilisé mon argent volé non seulement pour les réservations du voyage, mais aussi pour financer leurs dépenses des derniers jours. Ils avaient pris plus que je ne le pensais. Ils avaient calculé non seulement le coût du voyage, mais aussi tous les frais supplémentaires. Je suis retournée sur le profil de Cécile et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, une publication d'il y a 2 jours que je n'avais pas vue auparavant. C'était une capture d'écran d'un SMS que quelqu'un lui avait envoyé. « Comment va ta mère ?» demandait le message. Et la réponse de Cécile était là, visible par tous. « Mieux que jamais, elle se comporte enfin comme une adulte et nous donne l'espace dont nous avons besoin. » Leur donner l'espace dont ils avaient besoin, pour ne pas me laisser voler. Je leur donnais de l'espace. Mais la publication qui m'a le plus blessée est la dernière que Paul avait faite. C'était une photo de toute la famille réunie, prise ce matin-là. Cécile, Paul, leurs conjoints, leurs enfants, tous souriants, tous heureux, tous excités pour un voyage que j'avais payé sans le savoir. La famille que l'on choisit est plus importante que la famille biologique, disait le message, entouré d'amour véritable. Famille biologique. C'est ce que j'étais pour lui maintenant. Pas sa mère, pas la femme qui l'avait élevé, juste famille biologique, comme si j'étais une obligation génétique qu'il fallait tolérer. J'ai fermé l'application et j'ai rendu le téléphone à Régine. Je suis restée assise sur le banc de la pharmacie, digérant ce que j'avais vu. Mes enfants, non seulement ne se sentaient pas coupables de m'avoir volé, mais ils célébraient. Ils étaient heureux, ils vivaient comme s'ils avaient fait quelque chose de bien. « Qu'as-tu vu ?» m'a demandé Régine. « Qu'ils n'ont rien appris, » ai-je dit. « Qu'ils continuent de croire qu'ils sont les victimes. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Rien, ai-je dit. Je vais les laisser découvrir par eux-mêmes ce qui se passe quand on vole de l'argent. Tu ne vas pas les avertir que tu as annulé les réservations ? Pourquoi faire ? Ils ne m'ont pas averti quand ils ont volé mon argent. » Régine a souri. « J'aime cette nouvelle Martine. » J'ai marché jusqu'à chez moi avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose qui ressemblait à de la justice. C'était la sensation que finalement, après des années à être piétinée, les choses s'équilibraient. Ce soir-là, j'ai rebranché mon téléphone. J'avais 16 appels manqués et 27 SMS. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Les messages avaient évolué au cours des 3 jours. Les premiers, c'était désespéré. « Maman, s'il te plaît, appelle-nous. »« Maman, nous devons parler. »« Maman, on peut arranger ça. » Ceux du 2e jour étaient plus agressifs. « Maman, tu es vraiment immature. »« Maman, tu ne peux pas faire ça. »« Maman, les enfants se posent des questions sur toi. » Ceux du 3e jour étaient menaçants. « Maman, si tu ne réponds pas, on vient chez toi. »« Maman, ça ne va pas en rester là. »« Maman, tu vas devoir faire face aux conséquences. » Les conséquences. Quelle ironie. Ils me menaçaient de conséquences pour avoir protégé mon propre argent. Le dernier message était arrivé il y a 1 heure. C'était de Cécile. « Maman, le vol est demain. Si tu n'arranges pas ça, ce sera trop tard pour tout le monde. » Trop tard pour tout le monde. Non, ai-je pensé. C'était déjà trop tard.
Trop tard pour eux, parce que demain, ils allaient découvrir que les actions ont des conséquences. Que voler a des conséquences. Que maltraiter sa mère a des conséquences. Je me suis endormie ce soir-là avec un sentiment d'anticipation. Demain allait être une journée intéressante. Demain, mes enfants allaient apprendre une leçon que j'aurais dû leur enseigner il y a des années. Demain, ils allaient découvrir que leur mère n'était plus la femme faible qu'ils abusaient depuis des années. Le jour du vol, le soleil s'est levé. Je me suis levée tôt, j'ai préparé ma tisane à la camomille et je me suis assise dans la cuisine pour attendre. Je savais qu'à un moment de la journée, mon téléphone allait sonner. Je savais que mes enfants allaient découvrir que leur réservation avait été annulée. Je savais que ce serait un jour qu'aucun de nous n'oublierait jamais. À 8 heures du matin, Régine a sonné à ma porte. « Je suis venue t'accompagner », m'a-t-elle dit, « au cas où tu aurais besoin de soutien moral. »« Merci, » lui ai-je dit, « mais je pense que ça va aller. » « Tu n'as pas peur de ce qu'ils vont dire quand ils s'en rendront compte ? » ?»« Non, » ai-je dit. Et j'ai été surprise de réaliser que c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas peur de mes propres enfants. À 10 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Cécile. Cette fois, j'ai répondu à la première sonnerie. « Maman !» Sa voix semblait étrange, nerveuse. « Tu peux parler ?»« Je peux parler, » ai-je dit calmement. « Maman, il y a un problème avec le vol. Ils nous disent que le paiement a été refusé, que les réservations ont été annulées. »« Vraiment ?» ai-je dit. Et je n'ai pas pu empêcher un ton de fausse surprise de se glisser dans ma voix. « Oui, maman. La compagnie aérienne dit qu'il y a eu un problème avec la carte de crédit, que la banque a signalé une fraude. »« C'est étrange, » ai-je dit. « Maman, tu sais quelque chose à ce sujet ? » ?»« Je sais beaucoup de choses, Cécile. » Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire que je sais que vous avez utilisé ma carte de crédit sans ma permission. Je veux dire que je sais que vous m'avez volé 9 000 €. Je veux dire que je sais que vous me volez depuis des années. Maman, ce n'est pas du vol. Nous sommes une famille. »« Non, » ai-je dit, et ma voix a sonné plus ferme qu'elle ne l'avait fait depuis des décennies. Les voleurs ne sont pas de la famille. Les voleurs sont des criminels. Des criminels. La voix de Cécile s'est brisée. « Maman, comment peux-tu nous dire ça ? » ?»« Très facilement. Prendre de l'argent qui n'est pas à toi sans permission, ça s'appelle du vol. Et voler est un crime. Mais, maman, on allait t'inclure dans le voyage. Vous alliez m'inclure dans un voyage que j'ai payé sans le savoir. Vous alliez me faire la faveur de me laisser vous accompagner dans des vacances financées avec mon argent volé. Ce n'était pas comme ça, maman. Ce n'était pas du vol. Alors, qu'est-ce que c'était, Cécile ? Vous m'avez demandé la permission ? Vous m'avez demandé si je voulais dépenser 9 000 € pour vos vacances ? Vous m'avez dit que vous alliez utiliser ma carte de crédit ? Silence. Cécile, tu es toujours là ? Oui, maman, je suis là. Alors, réponds-moi. M'avez-vous demandé la permission ? Non, mais... Il n'y a pas de mais. Vous ne m'avez pas demandé la permission. Vous avez pris mon argent sans me le demander. Ça s'appelle du vol. Maman, s'il te plaît. Les enfants pleurent. Ils avaient tellement envie de ce voyage. Les enfants, bien sûr qu'elle allait utiliser les enfants pour me manipuler. C'était son dernier recours, quand tout le reste échouait. Les enfants ne sont pas responsables du fait que leurs parents sont des voleurs, ai-je dit. Si vous vouliez emmener les enfants en voyage, vous auriez dû le payer avec votre propre argent. Maman, on n'a pas d'argent pour un voyage comme ça. Alors vous n'auriez pas dû le prévoir. Mais maman, toi tu as de l'argent. Tu pourrais... Je pourrais quoi, Cécile ? Continuer à me laisser voler ? Continuer à être votre distributeur automatique personnel ? Tu n'es pas notre distributeur automatique ? Non ? Alors explique-moi ce que je suis, parce que je ne suis clairement pas votre mère. Les mères sont respectées, aimées, valorisées. Moi, je ne suis utile que lorsque vous avez besoin d'argent. Ce n'est pas vrai, maman. Non ? Quand est-ce que la dernière fois que vous m'avez rendu visite juste pour me voir ?
Quand est-ce la dernière fois que vous m'avez appelé juste pour me demander comment j'allais? Quand est-ce la dernière fois que vous m'avez incluse dans quelque chose sans me demander d'argent? Silence encore. Vous ne pouvez pas répondre parce que vous savez que c'est vrai. Vous ne me cherchez que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça? On peut parler. Nous sommes déjà en train de parler. Et j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que vous appreniez à vivre avec les conséquences de vos actes. Quelles conséquences? Les conséquences de voler, les conséquences de mentir, les conséquences de maltraiter sa mère. Maman, on ne peut pas annuler le voyage maintenant. On a déjà pris des jours de congé au travail. On a déjà dit à tout le monde qu'on partait. Vous avez déjà dit à tout le monde. Voilà la vraie préoccupation. Ce n'était pas pour les enfants, ce n'était pas pour les vacances en famille. C'était pour la honte de devoir expliquer à tout le monde que le voyage avait été annulé. Vous avez créé cette situation, C'est vous la votre problème, résolvez. ai-je dit. Tu ne vas pas nous aider comme vous m'avez aidé quand vous m'avez volé, comme vous m'avez aidé quand vous m'avez humilié, comme vous m'avez aidé quand vous m'avez dit que mon appartement sentait le renfermer. Maman, on ne voulait pas dire. Si vous vouliez le dire, vous avez dit exactement ce que vous pensiez. Et maintenant, je dis exactement ce que je pense. Et que penses-tu, maman? Je pense que je ne vous reconnais plus. Je pense qu'à un moment donné, au cours de ces années, mes enfants sont morts et ont été remplacés par 2 étrangers égoïstes et cruels. Maman, c'est horrible? Horrible? Tu sais ce qui est horrible? Travailler toute sa vie pour ses enfants et qu'ils te traitent comme une ordure. C'est ça qui est horrible. On ne te traite pas comme une ordure. Vous m'avez traité pire qu'une ordure. Les ordures, on les sort de la maison. Vous me gardiez près de vous pour pouvoir m'utiliser. Le téléphone est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que Cécile avait raccroché. Maman, quoi? Que devons-nous faire pour que tu nous pardonnes? Il ne s'agit pas de pardon, Cécile. Il s'agit de respect. Il s'agit que vous compreniez que je suis une personne, pas une ressource. Et comment on le démontre? Commencez par me rendre les 22 000 € que vous m'avez volés ces dernières années. 22 000 €. Mon avocat a déjà tout calculé. Chaque prêt que vous n'avez pas remboursé, chaque fois que vous avez pris de l'argent, sans permission, tout. Ton avocat? Oui, Cécile, j'ai engagé un avocat. Je ne vais plus gérer ça en famille. Je vais le gérer pour ce que c'est. Une affaire de vol. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été plus sérieuse de ma vie. Tu vas nous poursuivre en justice? Si vous ne me rendez pas mon argent, oui. Maman, nous sommes tes enfants. Mes enfants sont morts il y a des années. Vous n'êtes que des étrangers qui partagent mon nom de famille. Et sur ces mots, j'ai raccroché. Régine, qui avait écouté toute la conversation depuis la cuisine, a applaudi lentement. Martine, m'a-t-elle dit. C'était la conversation la plus courageuse que j'ai jamais entendue de ma vie. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie fière de moi. Les jours suivants ont été un chaos pour mes enfants, mais pour moi, ils ont été les plus paisibles que j'ai connus depuis des années. Mon téléphone sonnait constamment, mais j'avais appris le pouvoir du silence. Tous les appels ne méritaient pas une réponse. Tous les drames ne nécessitaient pas ma participation. Régine me tenait informée de ce qui se passait. Ta belle-fille publie sur Facebook pour demander de l'aide, m'a-t-elle raconté le 2e jour. Elle dit qu'ils ont eu une urgence familiale et qu'ils ont besoin d'argent pour les réservations du voyage. Et que répondent les gens? La plupart demandent quel type d'urgence. Certains offrent de petites sommes, mais rien qui approche ce dont ils ont besoin. Le 3e jour, Régine est arrivée avec des nouvelles plus intéressantes. Paul est allé à la banque pour essayer de réactiver l'accès à tes comptes, m'a-t-elle dit. On lui a dit que seul toi pouvais faire ces changements. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il est allé parler au directeur. Il a dit que sa mère était sénile et qu'il avait une procuration sur tes finances. Sénile. Le mot m'a fait plus mal que prévu. Le directeur lui a demandé des documents légaux prouvant cela. Bien sûr, Paul n'avait rien. Le 4e jour, les choses sont devenues plus désespérées.
Cécile s'est présentée à ma porte à 7 heures du matin, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Maman, s'il te plaît » m'a-t-elle supplié de l'autre côté de la porte. « On veut juste te parler » ?»« Nous n'avons rien à nous dire, lui ai-je répondu sans ouvrir. « Maman, les enfants ne comprennent pas pourquoi le voyage a été annulé. Ils demandent après toi. Les enfants, encore. » Sa carte maîtresse, son dernier recours. « Les enfants peuvent venir me voir quand ils veulent, ai-je dit. Mais seuls, sans leurs parents voleurs. Maman, nous ne sommes pas des voleurs. » « Non. Alors, qu'êtes-vous » Silence. « Partez de ma propriété, ai-je dit, ou j'appelle la police. » J'ai entendu ses pas s'éloigner. J'ai entendu la voiture démarrer, mais je n'ai ressenti aucune culpabilité. J'ai ressenti du soulagement. Le 5e jour, Régine est arrivée avec les nouvelles les plus satisfaisantes jusqu'à présent. « Paul a perdu son travail, m'a-t-elle dit. »« Comment ?» Il avait demandé 1 semaine de congé pour le voyage. Quand il n'a pas pu partir, il a essayé d'annuler ses congés, mais ils avaient déjà engagé un remplaçant temporaire. Son patron s'est fâché parce que Paul n'a pas été clair sur la situation. Et Cécile ? Pire, elle a dépensé 500 € en vêtements, pour le voyage qu'elle ne peut plus retourner. Elle a dû emprunter de l'argent pour payer le loyer. C'était étrange. Il y a des années, ces nouvelles m'auraient brisé le cœur. Je me serais sentie coupable, responsable, désespérée d'aider. Mais maintenant, je ne ressentais qu'une froide satisfaction. C'était la justice. C'était la conséquence. C'était enfin voir que les actions ont un prix. Le 6e jour, mon avocat m'a appelé. « Madame Fournier, j'ai reçu un appel d'un avocat qui dit représenter vos enfants. » « Et que voulait-il ? » ?»« Il veut négocier. Il dit que vos enfants sont prêts à vous rendre une partie de l'argent si vous retirez la plainte. » « Une partie ? Il a offert 5 000 € sur les 22 000 qu'ils vous doivent. » « 5 000 sur 22 000 ? » « Oui, madame, ils veulent aussi que vous signiez un document où vous acceptez que tout était un malentendu familial. » « Un malentendu ? C'est ce qu'ils ont dit ? » ?»« Dites-leur non. Je veux tout mon argent avec les intérêts. Et je veux des excuses publiques. » « Des excuses publiques ? Je veux qu'ils publient sur leurs réseaux sociaux qu'ils m'ont volé de l'argent et qu'ils sont repentis. Je veux que tous les gens qui ont vu leurs publications où ils se faisaient passer pour des victimes sachent la vérité. Madame, c'est un peu inhabituel. Maître Dubois, ils m'ont humiliée publiquement. Ils ont dit que j'étais toxique, que j'étais contrôlante, que j'étais le problème. Maintenant, je veux qu'ils disent publiquement qu'ils se sont trompés. Je comprends. Je leur transmettrai vos conditions. Le 7e jour, la réponse est arrivée. Ils ont refusé vos conditions, m'a informé Adrien. Ils disent qu'ils ne s'humilieront jamais publiquement. Alors, poursuivez avec la plainte complète. Vous êtes sûr, c'est votre famille. Ma famille m'aurait respecté. Ce sont des étrangers qui partagent mon sang. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à 23 heures. C'était Paul. Sa voix était différente, plus petite, plus effrayée. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. » « Faire quoi, Paul ? » La plainte, l'avocat, tout ça. Pourquoi ne devrais-je pas le faire ? Parce que nous sommes une famille. La famille ne se vole pas, la famille se respecte. Maman, j'ai déjà perdu mon travail. Cécile a des problèmes avec son ex-mari parce qu'elle ne peut pas payer la pension alimentaire des enfants. Nous sommes désespérés. Et vous croyez que c'est ma responsabilité ? Tu es chez notre mère. Être votre mère ne fait pas de moi votre victime désignée. Maman, s'il te plaît, si tu nous poursuis en justice, nous allons tout perdre. Vous avez déjà tout perdu. Vous avez perdu votre mère. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que la femme qui vous a élevé, la femme qui s'est sacrifiée pour vous, la femme qui vous a aimé inconditionnellement n'existe plus. Vous l'avez tuée. Maman, ne dis pas ça. C'est la vérité. Cette femme est morte le jour où vous avez décidé de la voler. Cette femme est morte le jour où vous avez décidé de l'humilier. Cette femme est
morte le jour où vous avez cessé de la voir comme une personne. On peut changer, maman. Non, Paul, il est trop tard pour changer. Vous avez eu votre chance. Des années de chance. Alors quoi? Tu ne nous pardonneras jamais. Le pardon est pour les gens qui se repentent vraiment, pour les gens qui reconnaissent leur erreur et essaient de la réparer. Nous nous excusons. Vous vous excusez parce que vous vous êtes fait prendre. Vous vous excusez parce que vous faites face aux conséquences. Vous ne vous excusez pas parce que vous comprenez que vous m'avez blessé. Que devons-nous faire, maman? Rien. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Mais nous sommes tes enfants. Non, ai-je dit, et j'ai ressenti un calme étrange en prononçant ces mots. Mes enfants étaient des enfants doux qui m'aimaient. Vous êtes des adultes amers qui m'ont utilisé. Maman, ne m'appelez plus, ne venez plus chez moi, ne me cherchez plus, je n'ai plus d'enfants. Et j'ai raccroché. Pour la première fois en 72 ans, je me suis sentie complètement libre. 6 mois plus tard, je suis assise dans le jardin de ma nouvelle maison. Elle est petite, simple, mais elle est entièrement à moi. Je l'ai achetée avec l'argent que j'ai récupéré de la plainte, plus les intérêts que le juge a ordonné qu'il me paie. Mes enfants ont essayé de contester l'affaire, mais les relevés bancaires ne mentent pas, les chiffres ne mentent pas. La vérité finit toujours par éclater. Mon jardin est en fleurs. J'ai planté des rosiers, des jasmins et de petites herbes aromatiques. J'arrose mes plantes avec le même dévouement que j'ai mis autrefois à élever mes enfants. Mais il y a une différence importante. Les plantes me donnent des fleurs, pas des épines. Régine habite à 3 maisons d'ici. C'est elle qui m'a aidé à trouver cette maison, qui m'a accompagnée pour signer les papiers, qui a célébré avec moi quand j'ai enfin eu les clés en main. « C'est ta renaissance, Martine », m'a-t-elle dit ce jour-là. Et elle avait raison. La procédure judiciaire a duré 4 mois. Cécile et Paul l'ont tout essayé. D'abord, ils ont nié avoir pris l'argent. Ensuite, ils ont dit que c'était un prêt familial. Puis, ils ont dit que je leur avais donné la permission. Finalement, quand ils ont réalisé qu'ils n'avaient aucune défense, ils ont essayé de négocier à nouveau. « Rende-nous juste la moitié », m'a supplié Paul lors de la dernière audience. « Et oublions tout ça. » « Il n'y a rien à oublier, ai-je répondu. Et rien à négocier. Le juge a statué en ma faveur pour le montant total, 22 000 € plus les intérêts et les frais de justice. Mes enfants ont dû vendre la voiture de Cécile et Paul a dû contracter un prêt sur sa maison pour me payer. Mais je ne me suis pas sentie coupable. J'ai ressenti de la justice. Au cours de ces mois, j'ai reconstruit ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je n'attends plus que le téléphone sonne. Je ne vérifie plus mon courrier à la recherche de nouvelles de mes enfants. Je ne vis plus pour les autres. J'ai une nouvelle routine qui m'apporte la paix. Je me lève tôt, je prépare ma tisane, je lis le journal, je m'occupe de mon jardin. L'après-midi, je rends visite à Régine, où elle vient de me voir. Nous cuisinons ensemble, regardons des films, parlons de la vie. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai des conversations qui ne tournent pas autour des problèmes des autres. 3 semaines après avoir déménagé, mes petits-enfants sont venus me voir. Les 3 enfants de Cécile se sont présentés à ma porte un samedi matin. « Grand-mère, m'a dit l'aîné, maman dit que tu ne veux plus nous voir. »« Ce n'est pas vrai, lui ai-je dit en les serrant dans mes bras. Je vous aimerai toujours. Mais je ne veux plus voir vos parents. »« Pourquoi ?» Parce que parfois, les adultes se font des choses très laides. Et quand ça arrive, il vaut mieux rester à l'écart. Les enfants ont passé toute l'après-midi avec moi. Je leur ai montré mon jardin, je leur ai préparé des biscuits, nous avons joué dans la cour. Quand ils sont partis, j'ai réalisé que je pouvais les aimer sans avoir à supporter leurs parents. Je pouvais être leur grand-mère sans être la victime de mes enfants. Depuis lors, les enfants me rendent visite toutes les 2 semaines. Cécile les amène et les dépose au coin de la rue. Nous ne nous parlons pas, mais nous ne nous disputons pas non plus. C'est un arrangement qui convient à tout le monde. Le mois dernier, Paul a essayé de me rendre visite une fois de plus.
Il est arrivé avec des fleurs et une carte d'excuses. « Maman, m'a-t-il dit depuis la grille, j'ai beaucoup réfléchi, je crois que je me suis trompée. »« Tu crois ?» ai-je demandé sans ouvrir la porte. « Je sais que je me suis trompée, je sais que je t'ai blessée, je sais que je ne t'ai pas bien traitée. »« Et que veux-tu maintenant ? Je veux que tu me pardonnes. Je veux qu'on redevienne une famille. »« Pourquoi faire ? » ?»« Comment ça, pourquoi faire ? Parce que je t'aime. Parce que tu es ma mère. »« Paul, si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais volé. Si tu me respectais comme mère, tu ne m'aurais jamais humiliée. Les gens font des erreurs, maman. Voler n'est pas une erreur. Voler est une décision. Humilier n'est pas une erreur. Humilier est un choix. Alors, tu ne me pardonneras jamais ? Le pardon ne signifie pas que je doive te laisser me blesser à nouveau. Mais maman, j'ai changé. Peut-être, peut-être pas. Mais ce n'est plus ma responsabilité de le découvrir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que je ne serai plus ton filet de sécurité. Je ne serai plus ton plan d'urgence. Je ne serai plus disponible pour que tu m'utilises quand ça t'arrange. Je ne veux pas t'utiliser, maman. Je veux t'aimer. Alors, aime-moi de loin. Aime-moi sans avoir besoin de rien de moi. Aime-moi sans espoir de récompense. Je l'ai regardé s'éloigner, les épaules voûtées. Pendant un instant, j'ai senti un pincement au cœur. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les fois où je m'étais éloignée. Le cœur brisé, de leur maison, de toutes les fois où j'avais pleuré leur indifférence, de toutes les fois où j'avais supplié pour un peu d'amour. Maintenant, c'était à leur tour de ressentir cette douleur. C'était à leur tour de ressentir le manque, à leur tour de se demander ce qu'ils avaient perdu. Ce matin, en arrosant mes rosiers, je me suis surprise à penser à la femme que j'étais il y a 1 an. Cette femme qui se contentait de miettes d'affection. Cette femme qui confondait être nécessaire et être aimée. Cette femme qui croyait que sa valeur dépendait de ce qu'elle pouvait donner. Cette femme n'existe plus. À sa place, il y a une femme qui connaît sa valeur. Une femme qui n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Une femme qui a choisi sa propre paix au-dessus de l'approbation des autres. Mon téléphone est sur la table du jardin. Il ne sonne pas. Il n'a pas sonné depuis des semaines, et c'est très bien comme ça. Le silence ne me fait plus peur. Le silence est mon choix, mon territoire, ma victoire. Je finis d'arroser les plantes et je m'assois sur ma chaise préférée avec une tasse de tisane. Le soleil réchauffe mon visage et l'air sent le jasmin. D'ici, je peux voir toute ma petite propriété. Chaque plante, chaque fleur, chaque recoin soigné de mes propres mains, c'est ça, la liberté. C'est ça, le respect de soi. C'est ça. Choisir la dignité plutôt que le drame familial. Je ferme les yeux et je souris. Pour la première fois depuis des décennies, je n'attends rien. Je ne supplie pas pour de l'amour. Je ne demande pas le respect, je ne mendie pas l'attention. Pour la première fois de ma vie, j'ai assez. Je suis assez. Et c'était ma plus grande victoire. Ne pas avoir crié, ne pas avoir supplié, ne pas m'être rabaissée. Juste avoir prouvé par des faits et des actions que je méritais mieux. Juste avoir fermé la porte, non par haine, mais par amour pour moi-même. Mes enfants peuvent continuer leur vie. Ils peuvent apprendre de cela, ou ils peuvent rester les mêmes personnes égoïstes qu'ils ont choisi d'être. Ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus ma responsabilité. Ce n'est plus mon fardeau. J'ai choisi la paix, j'ai choisi la dignité, j'ai choisi de fermer la porte. Non pas parce que je ne les aime pas, mais parce que je m'aime moi-même. Et c'est la leçon la plus importante que j'ai finalement apprise. Parfois, le plus grand amour que l'on puisse donner est l'amour-propre.